À présent, la virgule littéraire rêvée à Cam. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux techniciens, bonsoir tous ces, tous ces gens, tous ces gens qui nous écoutent, là, pratiquement chaque fois qu'on a l'occasion de nous adresser à eux. Bonsoir aussi aux fondateurs de la radio, et bonsoir, bien entendu, ceux qui, qu'on aurait oublié, quoi. Oui. Bonsoir à tout le monde. Alors, pour ce dernier jour du mois de janvier, vous avez choisi comme livre La Chine après Mao, l'éveil d'une superpuissance. Les motivations de ce choix. Alors, je crois que c'était bien de nous intéresser un peu à la Chine. C'est parce que la Chine a été un peu, depuis pratiquement, depuis 20 ans, pratiquement depuis la mort de Mao, je crois que la Chine nous fascine, pas parce que vers cette Chine, hein, on entend parler souvent de la cité interdite, on entend parler de la Grande Muraille. Ouais. On a vu il n'y a pas si longtemps, lorsque Madame Ségolène battait campagne, elle est allée voir elle est allée du côté de la Grande Muraille où elle parlait de bravitude en nouveaux termes qu'on entendait pour les francs politiques. Et je crois que c'est ça, c'est l'Orient qui fascine un peu, pas seulement du point de vue de la cuisine. Vous savez, la cuisine chinoise est l'une des meilleures. C'est aussi un peu l'histoire, la civilisation chinoise aussi qui nous intéresse, parce que, vous savez, quand on regarde un peu depuis les années 1800, c'est vrai qu'il y a eu une des grandes dynasties, on parle souvent de la dynastie Ming. Et depuis les grandes dynasties, on a eu l'impression que c'était un pays du désordre, oui, où une dynastie pouvait remplacer une autre et disparaître aussitôt. Heureusement, pas heureusement, c'était un moment où vous avez les Européens qui sont arrivés. On a eu ce qu'on appelait les traités inégaux, c'est-à-dire les Européens se sont partagés un peu ces Chines qui étaient vraiment faibles. Parce que quand on se rappelle un peu ce qui se passe un peu pendant la guerre d'opium, qui s'est terminée dans les années 1842, alors, on voyait les Chinois se battre contre les Anglais, hein, avec des battes, avec des trucs rustiques, quoi. Comme si nous, on se battait ici avec des machettes contre ceux qui ont des Sukhoi, des bombardiers, je ne sais pas, de première ou de deuxième génération, etc. Bombardiers furtifs, etc. Donc, je crois que c'était ça. C'était un peu une Chine, hein, qui ne comptait pas, qui comptait pour du beurre en réalité. Oui. Ouais. Donc, la Chine en réalité comptait pour rien, hein, pratiquement jusqu'au traité de Versailles, effectivement. Parce que le traité de Versailles, c'était quoi? Vous voyez, les Chinois, les Japonais, qui ont été défaits en 1920. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux Chinois? On dit, bon, vous aurez des concessions du côté de la Chine. C'était complètement stupide, qui n'avait pas de sens, parce qu'en réalité, c'est des vainqueurs qui se trouvent la grosse part du gâteau. Mais là, on s'est rendu compte que même ceux qui avaient perdu la guerre, c'est-à-dire les Japonais, on leur dit, bon, maintenant, comme vous êtes à côté de la Chine, prenez des concessions. Donc, vous savez, c'est un pays qui a été tout le temps humilié. Oui. Comme nous-mêmes, bien entendu. Hein. C'est peut-être on va dire peut-être la ressemblance au niveau de l'histoire. La Chine qui vient de nulle part, mais qui finit par se réveiller. Est-ce que c'est pour cette raison que le pays peut servir de modèle ou peut-être peut inspirer l'Afrique? Bien entendu, je crois que la Chine doit nous inspirer. Sauf que, vous avez, quand on regarde un peu depuis la naissance du Parti communiste en 1921 en Chine, où effectivement au début il n'y avait pas beaucoup de gens qui adhéraient, hein, en réalité, il faut le dire, hein, contrairement à ce que la propagande chinoise nous dit, il n'y avait pas beaucoup de gens qui adhéraient un peu à ce mouvement-là. Et le mouvement a commencé à grandir à partir de 1949, effectivement, quand il a fallu lancer un peu ce mouvement pour conquérir un peu les villes, etc. Et c'est là où, effectivement, la Chine commence à nous intéresser, parce que ça a été un pays qui s'est vraiment battu contre cet esprit qui s'était installé pendant longtemps, que c'est les vainqueurs, effectivement, qui assoient leurs lois,
c'est les vainqueurs qui définissent un peu la manière dont les gens doivent vivre. Et donc, je crois que c'est là où il faut prendre un exemple un peu de la Chine, puisque eux, ils sont partis de mouvements paysans en réalité. Oui. Alors que quand on regarde aussi l'Afrique, c'était par les mouvements UPCistes. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'intellectuels dans le mouvement UPCiste. Mais en réalité, quand on regarde ceux qui sont tombés à Tombelle, ce n'était que des paysans. Moi, j'ai étudié un peu les noms des gens qui ont été arrêtés en 70, qui sont passés au procès dont on a parlé, là, le procès des anges, etc. Donc, c'était des paysans, c'était des gens des petits, comment dire ça, des gens qui fabriquaient des montres, qui réparaient les montres, qui réparaient les chaussures. Donc, c'était vraiment comme en Chine, un monde paysan, effectivement, qui s'élève, effectivement, contre ce géant qui était l'Occident, qui avait décidé effectivement la manière de régir un peu ces pays, notamment d'Afrique et puis la Chine. Est-ce qu'on peut dire un peu... pourquoi ça nous intéresse en réalité. Est-ce qu'on peut dire un peu comme le titre qu'après Mao, tout est désormais un peu sur une pente ascendante? Bien entendu, je crois que mais la pente ascendante, c'est vrai, mais au prix d'un sacrifice énorme. Parce que quand on étudie un peu la Chine, et Dick Cotter, qui est un spécialiste en sinologue, je sais que j'en ai connu un peu, je connaissais aussi Alain Roux, qui était un très grand sinologue, mais lui, il a fait quand même un travail un peu particulier. Alors, en tant que sinologue, qu'est-ce qu'il découvre? Il dit que ces pays n'ont connu que de la souffrance. Depuis le début, depuis 1912. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grandes famines où on voyait, pas des famines staliniennes, où on voyait effectivement, on arrachait aux paysans qui avaient des propriétés petites partielles de terrain, qui cultivaient des céréales, où on les arrachait même ces céréales-là pour que l'État effectivement puisse trouver son effort de guerre à l'époque de Staline. Mais là, c'était un peu... c'est-à-dire souffrance sur souffrance. On a vu, et le décoteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que depuis le grand bond en avant, depuis les grandes famines de 1959, il y a eu près de 30 millions de morts, vous vous rendez compte, jusqu'à l'époque de Mao. Parce que c'était ça, vous savez, c'était quoi? C'était la peur un peu pour la Chine de se retrouver un peu devant un ennemi qui était l'Occident, et qui se retrouvait aussi complètement désemparé, parce que vous savez, un peuple de paysans qui ne sait pas fabriquer une arme, qui meurt de faim, etc., est démuni devant la toute-puissance de l'Occident, etc. Donc, je crois que c'est un peu ça, la Chine, c'est-à-dire beaucoup de souffrance, comme bien entendu, mais nous, on n'a pas aussi souffert que ça, parce que quand on regarde un peu nos révolutions, nos batailles contre l'Occident, on ne peut pas compter plus de 6 000 morts. Mais en Chine, jusqu'à l'époque de Mao, vous avez 30 millions de morts. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture de cet ouvrage. Vous commencez notamment à parler pourquoi est-ce que ça devrait nous intéresser, ni pourquoi le modèle chinois peut intéresser. Vous parlez de la hausse de l'inflation, du surendettement au Cameroun. Ils sont des facteurs structurants qui appellent à un changement de paradigme. Bien entendu, vous savez, nous, quand on étudie un peu la Chine, on étudie comme si on était, on faisait de la métaphysique. C'est-à-dire, on dit, bon voilà, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les 4 modernisations, agriculture, industrie, etc., etc., et puis ça a marché. Mais non, c'est pas vrai, parce que quand on regarde très bien cette Chine, à l'époque, quand elle commence un peu à émerger, avec les Deng Xiaoping qui se disent mais mon Dieu, Mao est mort là maintenant et il faut faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent bien entendu à créer des banques, à développer des industries, à faire des routes. Et pour faire toutes ces routes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Et où trouver cet argent? Et dans des banques. Or, ces banques étaient contrôlées par l'État. C'était pas comme les banques chez nous qui sont contrôlées ici par des privés ou des multinationales, etc. Alors qu'est-ce qui se passait? Quand les banques sont contrôlées par l'État, et l'État ne vous demande pas, on ne demande à personne de rendre compte. D'où il y a eu des mouvements complètement de corruption qui se sont, comme chez nous bien entendu, avec la corruption, la même corruption que vous voyez, mais malheureusement, pas malheureusement, cette corruption a été, comment dire ça, matée avec une telle violence
qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, non seulement on mêlait, c'est-à-dire quand vous êtes en Chine jusqu'aujourd'hui, quand vous êtes corrompu, c'est la peine de mort. Oui. Ouais, même la même chose aussi pour les voyous, parce que tout était confondu en Chine. C'est-à-dire même au niveau même institutionnel, où vous avez le bureau politique, là, le comité central, en réalité c'est une seule personne qui prend le pouvoir. C'est pourquoi vous avez ce proverbe en Chine où on dit souvent attention à ceux qui... Parce qu'on administre tout derrière les rideaux. Ça c'est un terme chinois qui explique que en réalité tout vient d'en haut. Tout se fait en haut. Oui. Et donc ces banques-là, effectivement, on connaît beaucoup de problèmes parce que l'argent, même le capital circulant, tout ce qui circulait, même en Chine à l'époque, vous avez des taux fixes, deux taux. Le taux pour la monnaie intérieure, le taux pour la monnaie extérieure. Et ce qui créait souvent des problèmes même pour les banques. Or, il fallait renflouer ces banques pour que, effectivement, on puisse avoir, effectivement, ce qu'ils ont eu là, c'est-à-dire la création de nouvelles villes, parce que ça a été, pendant 20 ans, ça a été un essor foudroyant. Oui. Et ça venait aussi du fait que quand vous avez, par exemple, cette population paysanne-là, on revient toujours au problème des paysans, qui, quand on demandait de venir en ville, parce que c'était là où il y avait la main-d'œuvre convoyable, étayable, comme on dit souvent en français, c'est-à-dire qu'ils ne demandaient pas la protection. C'est même une tradition chez les Chinois. Quand les Chinois arrivent ici, ils vont vous dire non, nous, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas. C'est la même tradition. Donc ça veut dire que la Chine vit toujours sur ce passé qui a fait un passé, je ne dirais pas de souffrance, mais de privation un peu des droits des autres, et notamment des paysans dont on parle. Alors, la Chine est un modèle de développement, vous l'affirmez, vous êtes un peu d'accord avec l'auteur, mais vous pensez également qu'il faut repenser notre modèle financier, mais en s'appuyant sur une élite quand même qui puisse oser. Oui, bien entendu, c'est ce qu'on appelle un peu, et ça je pense bien quand on regarde un peu la dégradation du climat démocratique chez nous. Vous l'avez même nommé la démocratie zombie. Oui, c'est ça la démocratie zombie, parce qu'en réalité, la démocratie telle qu'on la pense, c'est-à-dire la démocratie constitutionnelle avec la séparation des pouvoirs. Sans implémentation sociale bien visible. entendu, oui, ça n'existe pas du tout en Chine. Et même on dirait pratiquement la même chose chez nous, sauf que souvent quand il y a un peu trop de pression, les gens se lèvent pour dire, bon voilà, on peut faire grève pour obtenir certains droits. Donc je crois que la Chine est un modèle, oui. Est-ce qu'on peut, comment dire ça, supporter un peu cette violence, je dis bien la violence, exercée un peu sur la paysannerie. Parce que vous savez, c'est la paysannerie pratiquement qui a développé un peu ce pays. Tout est parti de là. Quand on regarde un peu ce qu'on appelait à l'époque les contrats de responsabilité, on demandait aux paysans de produire par exemple des céréales, de l'huile, etc. Et souvent, quand ces gens-là n'arrivaient pas à produire, qu'est-ce qu'on faisait ? Souvent, on l'impendait au nom de la civilisation socialiste. Ça veut dire que le socialisme devait prédominer sur tout. C'est-à-dire, dès qu'on vous disait, vous êtes un ennemi du peuple, parce que vous n'avez pas produit pour apporter effectivement ce dont l'État avait besoin, vous étiez considéré comme un ennemi du peuple. Oui. Donc ça veut dire que les Chinois ont vécu un peu, c'est-à-dire, heureusement, on revient un peu à la question, c'est pourquoi on a eu ce problème comment dire ça, d'autocrates éclairés, c'est-à-dire des despotes éclairés. Oui. C'est-à-dire quand vous avez un but, vous dites, bon voilà, on a nos problèmes avec l'Occident, comment sortir un peu de nos problèmes? Effectivement, il faut quelqu'un qui soit éclairé. Et souvent, un leader charismatique. Bien charismatique. Oui. Oui. Parce que, est-ce que Mao l'était... Bon, ça pose problème, parce qu'aujourd'hui, il est vilipendé des bocadés, etc. Est-ce que Hua Guofeng l'était? Même chose, quand on fait des portraits de lui, on fait des portraits d'oiseaux, en disant, c'est un bonhomme pas très clair, avec un physique d'oiseau, etc. Est-ce que Deng Xiaoping était un despote éclairé? Oui. Mais par exemple, parce que c'est lui qui a lancé ce qu'on appelle un peu les 4 modernisations, c'est lui qui a lancé un peu ce qu'on appelle les réformes et l'ouverture. Et l'ouverture, c'était vers les îles, les îles de la couronne, c'est-à-dire Macao, Hong Kong, etc. Aujourd'hui, on parle de Taïwan. Donc, c'est lui qui a lancé, qui voulait faire en sorte que le Taïwan
devienne un hub financier, parce qu'ils avaient besoin de ce capital qui vient de l'étranger pour nourrir le continent. Parce que la Chine, c'est un continent. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça à cause de la corruption, puisque la plupart des gens qui travaillaient, les hommes d'affaires, qui faisaient des magouilles, la corruption, etc., c'est eux, en réalité, en faisant passer l'argent par Hong Kong. Et cet argent était revenu dans la Chine continentale, sous forme, comme on parle, comme on dit souvent, de blanchiment d'argent. Et donc, la Chine a vécu longtemps sur ce blanchiment d'argent, qui a beaucoup profité à cette naissance des grandes villes. Et il y a même un auteur américain, un grand économiste, Milton Friedman, qui disait, mais comment la Chine, on sait qu'ils n'ont pas autant d'argent, qu'ils n'ont pas autant de matières premières, mais attention, parce que quand il faudra payer, ce sera le contribuable. Mais il n'avait pas compris qu'effectivement, c'est les petits paysans qui ont beaucoup souffert de l'industrialisation avec les problèmes liés à l'écologie et tout. L'un des points forts que vous mettez en exergue après votre lecture, c'est notamment le fait que la Chine entretienne toujours une forme de secret. Alors, c'est un peu ça, et je crois que c'est vrai quand même, parce que j'ai un peu travaillé sur des textes chinois à l'époque, il y a très longtemps, mais on a l'impression que c'est un pays qui adore les secrets. Quand on calculait, même par exemple, souvent l'inflation, cette inflation, on ne sait pas comment on la calculait. Et souvent, il y a la fameuse indice Likipien, qui disait, mais attention, nos indices, c'est souvent sur du papier, ça n'existe pas. Oui. Parce que quand on disait, bon, vous avez fait tel incident, lui, il s'en moquait même, Likien, ce qu'on a appelé l'indice Likien. C'est-à-dire que tout est secret, tout est opaque. Oui. Même le centralisme démocratique, là, au sein même du parti, où effectivement l'ensemble du politburo et les comités centraux doivent prendre des décisions, mais c'était toujours des secrets. Oui. Ouais. Et même, c'est la raison pour laquelle il y avait eu des moments où, par exemple, le physicien Fanzi, qui ont reproché d'avoir divulgué des secrets. Donc, je crois que c'est cette mentalité d'être entouré par des ennemis qui a développé un peu ce secret-là. Et on l'a vu, par exemple, sur le massacre, un peu, ce qui s'est passé à Tiananmen, où tu as eu plus de 3000 étudiants qui sont passés par les feux. C'était ça. Après, on l'a accusé d'avoir qui étaient des espions à la solde des étrangers. Faut-il se méfier d'un partenaire qui, visiblement, ne se montre pas très ouvert, comme la Chine, remplie de secrets? Moi, je crois qu'il faut toujours... On est dans les briques. On va peut-être, je ne sais pas, d'ici 10 ans, on serait dans les briques. Moi, je crois qu'il faut toujours aller du côté où l'histoire s'accélère. Et il faut demander aux Chinois, par exemple, eux, parce qu'ils ont fait la même chose, c'est-à-dire aller acheter des usines pour la transformation de leurs produits. Puisque les Américains ont mis de l'argent avec la clause, la clause particulière de la nation, avec Jackson Vanik, etc. Il y a eu des clauses comme ça. Et ils allaient acheter des machines à l'étranger, à Macao, à Hong Kong, et ils transformaient ces produits là chez eux. Donc, c'est ça aussi, la Chine doit nous faire... on doit aller acheter ces machines-là pour transformer nos produits ici. Et... sans cette transformation-là, effectivement, il n'y a pas de développement. La Chine est passée par là. Et les Chinois doivent comprendre que pour coopérer, qu'on coopère avec eux, il faut bien entendu que quand ils arrivent chez nous, qu'ils se soumettent à nos législations. Vous voyez, souvent dans des entreprises chinoises, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas... Toujours libre, oui. Oui, pas de sécurité sociale, pas de contrat souvent. Souvent, les gens n'ont pas de contrat quand ils travaillent avec les Chinois. Est-ce possible au XXIe siècle qu'on puisse travailler avec des gens qui, bien entendu, sont la deuxième, même, je dirais même la première puissance, par la parité du pouvoir d'achat, première puissance, bien entendu. Alors, comment peut-on, au XXIe siècle, travailler avec des gens, effectivement, qui ne vous donnent pas des contrats, qui refusent même les syndicats, la formation des syndicats? Ça n'existe pas un peu. Donc, c'est la même chose. Et donc, la Chine vit toujours dans ce passé, qui est un passé de violence. Et il faut en sortir. Alors, pour approfondir la réflexion, la Chine après Mao, l'éveil d'une superpuissance, Franz Dikötter, c'est un livre à lire. Et nous allons nous rencontrer la semaine prochaine, puisque ce sera le tout premier jour, je vais dire le premier mercredi du mois de février. Et cette fois-là, ce sera avec le livre La défaite de l'Occident,
Emmanuel Todd. Ah oui, Emmanuel Todd, c'est un ami. Et moi, j'aime beaucoup parce que quand j'ai appris qu'il avait sorti ce livre, c'est l'un des meilleurs livres de l'année, là. Hein, parce que sur la passe parisienne, on ne trouve plus ce livre. 20 000 exemplaires vendus en 2 jours. Pratiquement fini. La défaite de l'Occident. La défaite de l'Occident. Et compte tenu un peu de ce qui se passe en Ukraine, donc on va comprendre un peu comme il a prévu la chute totale de l'URSS, l'Union soviétique, à travers les problèmes de natalité. Et on va y aller. Merci, Hervé Akam.